C'était des périodes où psychologiquement j'étais au fond du seau. Même mes études, je suis hyper studieuse, mais du coup je savais même plus pourquoi je faisais mes études. J'étais là, je sais même pas où je vais, qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Enfin, je remettais tout en question parce que j'allais pas bien en fait. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavannes et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Justine Beccatini, plus connue sous le nom de Juju Fitcats. Créatrice de contenu, entrepreneuse, passionnée de sport et très suivie sur les réseaux, Justine a récemment pris la parole pour raconter un combat un peu plus intime, celui qu'elle a mené contre l'anorexie. Dans cet épisode, on va parler de TCA, troubles du comportement alimentaire, mais aussi d'image de soi, de reconstruction et de résilience. Salut Justine et merci d'être là. Eh ben merci de m'accueillir, ça me fait trop plaisir. C'est la première fois que je fais un podcast comme ça avec des gros micros et tout, j'adore. Parfait, moi aussi je suis super contente de te recevoir. Et avant de commencer, j'ai une première question qui est comment tu vas et si tu étais une émotion à laquelle tu serais? C'est une super bonne question. Écoute, en ce moment ça va très bien déjà, première réponse. Ça va bien, je viens de me marier, je viens de déménager dans une région que j'adore. Donc personnellement ça roule et puis professionnellement aussi. Et si j'étais une émotion, je pense que l'émotion qui me caractérise le plus au quotidien, je dirais la joie. Parfait. Ouais, je pense que je suis quelqu'un en général, je sais que c'est comme positive. Ça, voilà, qu'on me définit en général, t'es toujours souriante, toujours positive et tout. Pour autant, ça veut pas dire que je traverse pas des moments plus difficiles comme tout le monde, mais je pense que j'essaye aussi souvent d'être dans cette émotion-là, même parfois quand c'est plus dur, parce que ça m'aide aussi à traverser certaines périodes. Et est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc enchantée tout le monde. Je m'appelle effectivement Justine. Après, j'adore qu'on m'appelle Juju. En vrai, je pense que je préfère qu'on m'appelle Juju même que Justine. J'ai commencé les réseaux sociaux il y a 8 ans maintenant, quand j'étais étudiante en fac de biochimie. Et j'étais pas du tout vouée à faire un métier lié au réseau, à la télé, etc. Mais ça s'est un peu présenté à moi. Et donc, depuis 8 ans, je partage énormément de choses autour du sport et de la nutrition au départ. Et notamment mon combat que j'ai mené plus jeune face à l'anorexie mentale, puisque ça a été un gros combat et que je trouvais important de relayer mon histoire pour montrer qu'on peut s'en sortir. Et puis, à terme, je me suis mise aussi à relayer celle d'autres personnes. Et depuis quelques années maintenant, j'anime en télé sur YouTube, non, en télé du coup, n'importe quoi. J'anime en télé sur M6, pardon. Donc j'ai la chance d'animer beaucoup d'émissions plutôt de divertissement. Et à côté, depuis quelques temps maintenant, j'anime aussi une émission de santé qui s'appelle Living Santé, où on aborde des thématiques de santé différentes tous les mois. Et j'aime beaucoup parce que ça me ramène un peu à mes études et ça me donne une autre casquette un peu plus sérieuse que j'aime bien avoir de temps en temps. Ça fait beaucoup de projets, c'est top. Ouais. Et comment t'es venue l'idée justement de te lancer dans la création de contenu? Alors, au départ, moi, quand j'ai créé mon compte Instagram, j'avais 20 ans à peu près. Donc moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis d'une génération où Instagram, c'est arrivé, on avait 14-15 ans. On était au collège. Et moi, je suis à la base très... je suis un peu en marge des réseaux. Au départ, quand je suis jeune, toutes mes potes, elles sont sur les réseaux sociaux. Moi, je suis là, oh là là, mais ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi elles sont toutes à fond sur Instagram, YouTube et tout. Puis elles me tannent toutes pour m'inscrire. Moi, je suis là, oh là là, franchement, ça m'intéresse pas. Et puis, quand j'ai 20 ans, je pars vivre au Canada. Et donc, à ce moment-là, je suis en plein en train de traverser l'anorexie. Et je me dis, peut-être que finalement, créer un compte Instagram, ça pourrait m'aider à suivre des personnes sur les réseaux qui, en fait, sont sportives, etc. Et ça va peut-être m'aider à avoir des conseils pour m'alimenter mieux, me redonner aussi confiance dans l'alimentation, me mettre à faire des sports qui pourraient m'aider à sortir de l'anorexie. Et donc, je me suis vraiment inscrite pour ça au départ. Donc, vraiment, en tant que followeuse, finalement, mon but, c'était de suivre des gens, pas du tout d'en faire un métier, parce que moi, j'étais très heureuse dans mes études. Et ça se passait bien, j'étais une bonne élève. Enfin, voilà, j'avais vraiment ma carrière un peu en tête à mener. Et je savais un peu où je voulais aller. Et puis, finalement... je finis ma licence et à ce moment-là, je rentre en France. Donc, je vais à la base pour démarrer un master. Et puis, je rencontre mon mari au même moment, qui lui est sur les réseaux depuis un moment maintenant. On se rencontre, on fait quelques vidéos pour sa chaîne YouTube. Moi, j'ai toujours mon compte Instagram que je mène comme un passe-temps à côté. J'ai peut-être à ce moment-là 15 000 personnes qui me suivent. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Ça s'est créé en 2 ans. Et vraiment des gens qui connaissent mon combat par rapport au TCA, mes passions autour de la nutrition, du sport, mes études aussi.
Et puis, quand je commence à faire des vidéos avec mon mari, je me rends compte que, en fait, c'est hyper chouette d'être derrière une caméra. J'ai plein de choses à raconter, je m'amuse bien. Et là, je me dis, purée, mais en fait, ça peut être un métier. Et du coup, à ce moment-là, je demande à mes parents de me faire confiance et de me laisser 1 an. J'ai pas de retard d'études à ce moment-là. Et donc, je leur dis vraiment, j'ai un bon dossier scolaire, on essaye. Et puis, si ça fonctionne pas, ça fera un peu comme ceux qui, tu sais, des fois font des années sabbatiques. Oui. Voilà, ils partent à l'étranger. Une petite année de césure. Exactement, un peu une année de césure entre la licence et le master, et ça se fait beaucoup. Oui. Et du coup, je le vois un peu comme ça. Et mes parents me font confiance parce qu'ils savent que voilà, je suis très scolaire, donc mon dossier est vraiment béton à ce moment-là. Et puis, si je dois réintégrer un master, je le ferai. Et donc, ils me suivent. Et puis, en fait, ça fait 8 ans maintenant. Donc, finalement, je suis pas retournée sur les bancs de l'école. Peut-être un jour, on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, je m'épanouis. Puis, ça m'a permis finalement d'apporter quelque chose différemment. Je suis pas devenue chercheuse, mais au final, à travers mon histoire, j'apporte aussi autre chose à mon échelle. Et ouais, ça me plaît vraiment. Et du coup, aujourd'hui, tu es suivie par des millions de personnes. Tu t'attendais quand même un jour à avoir une telle communauté ? Pas du tout. Franchement, surtout que quand je me suis lancée, c'était quand même très spécifique ce que je partageais. Tu vois, c'est vraiment le sport, la nutrition. Et puis, dès le début, j'avais aussi beaucoup ce côté lié au TCA. Et donc, finalement, quand tu abordes les TCA, après, tu abordes aussi beaucoup tout ce qui est autour de la confiance en soi, ce qui est autour du bien-être. Et donc, c'est vrai que je me disais, ça va être quand même assez niche, en fait. Tu vois, ça va effectivement parler à une certaine communauté de personnes, mais ça peut pas devenir un truc à grande échelle, entre guillemets. Donc, je voyais ça vraiment comme, quelque chose qui allait parler à certaines personnes. Et puis, en fait, c'est vrai que ça a pris. Puis, tu sais, moi-même, pareil, quand je me suis lancée, j'étais très... dans le fitness notamment, tu vois, dans le fitness, les femmes en général étaient souvent assez apprêtées, maquillées, etc. Et je me disais, moi j'arrive, je suis jamais maquillée, je suis pas très apprêtée, mes tenues de sport elles sont pas toujours coordonnées, et puis je suis là et je finis mes séances et je suis rouge comme une tomate, je suis dégueu et je partage ça sur mes réseaux, pardon. Et puis tu sais, j'avais un peu un côté un peu stressé de me dire, mais est-ce que y a des gens qui vont vraiment adhérer à ça, parce que est-ce que c'est pas trop naturel justement, et est-ce qu'il faudrait pas que je sois un peu plus attentive à mon image et tout. Sauf qu'en fait, ça me ressemble pas à ce moment-là d'être hyper carrée sur ce à quoi je ressemble. Et puis en fait, étonnamment, j'ai été surprise de voir que ça parlait vraiment à beaucoup de gens en fait, et hommes comme femmes, parce que aujourd'hui ma communauté elle est vraiment à 50-50. J'ai autant d'hommes que de femmes qui me suivent. Et du coup, notamment, beaucoup d'hommes aussi qui me parlent de leur trouble du comportement alimentaire, parce que ça touche aussi beaucoup les hommes. Mais justement, tu parlais de ce côté, je pense que les gens, ils cherchent ça aussi, d'avoir des personnes qui leur ressemblent et qui sont pas toutes parfaites et qui font un peu culpabiliser sur leur vie à eux. Ouais. Et là, ils se disent, mais en fait, non, c'est normal. Ouais, j'ai le droit de transpirer au sport, j'ai le droit d'y aller pas coiffée. Exactement. Je pense que ça a été ça. Et moi, au début, ça me faisait peur. Je me revois dire à mon mari, justement, mais qui n'était pas mon mari à l'époque, mais est-ce que tu crois qu'il faut que je me maquille maintenant quand je vais à la salle ? Est-ce que tu crois qu'il faut que quand je fasse mes stories, je prenne d'abord le temps de me préparer avant de me filmer et tout ? Et c'est lui qui m'a dit, mais non, mais en fait, tu vas pas changer sous prétexte que t'avais 15 000 personnes qui te suivent et que à ce moment-là, quand je démarrais, d'un coup, t'en as 150 000. Non, tu vas pas changer, au contraire. Il faut que tu restes qui tu es, et puis ceux qui adhèrent, tant mieux, ceux qui adhèrent pas, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, on va parler un peu justement des troubles du comportement alimentaire. C'est vrai que souvent, on peut penser que c'est une histoire d'esthétique, une recherche d'un corps parfait, mais souvent, c'est source plutôt d'un mal-être beaucoup plus profond. Oui. Est-ce que toi, comment tu définirais les troubles du comportement alimentaire ? Comment je les définirais, pardon. Si je devais donner la définition hyper scientifique, entre guillemets, c'est un ensemble de troubles qui génèrent un rapport très compliqué à l'alimentation. Les plus connus, c'est l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie. D'ailleurs, on pense à tort que l'anorexie mentale, c'est la plus présente au sein de la population. Et en fait, non, c'est une des moins courantes dans les 3 plus connus. C'est beaucoup plus courant d'être sujet à la boulimie et à l'hyperphagie, plus qu'à l'anorexie mentale. Mais c'est vrai que c'est celle qui est le plus impressionnante, en fait. Parce que très vite, on peut se retrouver avec des états de maigreur qui sont vraiment très poussés. Et du coup, c'est impressionnant visuellement. Et donc, c'est celle qui est le plus relayée, souvent. Moi, je pense que les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup lié à une image de soi qui est très compliquée tout au long de la vie. Alors, ça arrive quand même
très souvent à l'adolescence, faut pas se mentir, donc dans un moment où on se pose 1001 questions sur son corps, parce que on traverse des changements en fait hormonaux, des changements physiques, et donc on se rend compte que déjà notre corps change, et puis aussi c'est le moment où le corps est regardé par les autres. C'est-à-dire que quand on est enfant, petit garçon, petite fille, le corps il est pas tellement regardé par les copains copines à l'école ou même par l'entourage, alors que quand on commence à vivre notre puberté, c'est aussi le moment où le corps devient un sujet de conversation pour les autres. Et donc, ça devient un peu le centre de l'attention. Ça peut être très difficile à gérer parce que, effectivement, on se rend compte que ça change et on le vit plus ou moins bien. Des fois, on a du mal à voir son corps de petite fille ou de petit garçon devenir un corps de femme, devenir un corps d'homme. Et on l'accepte pas forcément facilement. Et puis nous, les femmes, il y a aussi le fait que on se met des fois à prendre la pilule. Donc, il y a plein de facteurs externes aussi qui arrivent à ce moment-là, qui font aussi changer le corps plus ou moins. Donc, c'est vrai que c'est plein de choses qui se passent à ce moment-là. Et je pense que si on n'est pas bien entouré pour réussir à accepter ces changements et à bien les vivre, ça peut vite être vraiment une source d'angoisse, de stress et qui peut à terme justement générer des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. Et justement, toi, tu as souffert d'anorexie, anorexie mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Et tu rajoutes bien anorexie mentale. Est-ce que c'est parce qu'on a tendance à raccourcir anorexie ou est-ce que c'est différent ? En fait, non, on a tendance à raccourcir anorexie, mais en fait, on parle bien d'anorexie mentale parce que tout part un peu de ce qui se passe dans la tête, finalement. Et c'est ce qui génère après ce trouble du comportement alimentaire particulier. Donc vraiment, pour le coup, l'anorexie mentale, on n'a même pas besoin d'être dans un état de maigreur important pour diagnostiquer une anorexie mentale chez quelqu'un, puisque tout part vraiment de cette volonté de se priver de manger pour réussir à effectivement perdre du poids sur le court, le moyen et le long terme. Et donc, finalement, dès qu'on commence à avoir un rapport compliqué à l'alimentation, c'est-à-dire qu'on commence à retirer certains groupes alimentaires de notre alimentation, qu'on commence à réduire les quantités, on commence déjà à parler d'anorexie mentale. Et le tout, c'est d'essayer évidemment de déceler le plus vite possible pour faire en sorte que on tombe pas de plus en plus profond dans cette maladie-là, et puis qu'on n'en arrive pas à un stade où ça devient tellement grave que parfois il y a des personnes, moi ça n'a pas été mon cas, mais il y a des personnes qui finissent par être à l'hôpital, par avoir des fois des tuyaux, etc., pour pouvoir s'alimenter d'une façon différente parce que ça passe plus en fait au bout d'un moment non plus. Donc voilà, le tout c'est de réussir à le déceler, mais ouais, c'est vraiment ça l'anorexie mentale. Et toi, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça a commencé et surtout à quel moment tu t'es dit je suis pas juste en train de faire un régime, j'ai vraiment basculé dans quelque chose d'un peu plus grave? Ouais, en fait moi ça a commencé quand j'avais 17 ans, donc j'étais en première terminale à ce moment-là. Et en fait, donc moi j'ai une maman qui a eu beaucoup de soucis par rapport à son rapport au corps quand elle était jeune. Je pense comme beaucoup de femmes de façon générale et encore plus beaucoup de femmes de sa génération. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit, les jeunes générations, et c'est génial, se battent beaucoup plus pour l'acceptation de tous les corps. À l'époque, c'était beaucoup moins ça. À l'époque de ma maman, elle a 63 ans aujourd'hui. Elle était vraiment en plein dans les dictats de la société. Donc le culte de la minceur, des corps très filiformes. Et puis voilà, vraiment, tout le temps les magazines sous les yeux, les pubs à la télé. Et puis on te montre des femmes qui sont toutes menues tout le temps. Donc ma mère, elle a grandi au milieu de ça. Et en fait, plus jeune, elle a eu un rapport compliqué avec son corps. Elle a eu une période où elle a pris pas mal de poids quand elle était au collège. Elle l'a très mal vécu. On s'est beaucoup moqué d'elle, donc ça a été un traumatisme. Et puis du coup, derrière, elle s'est plus vraiment alimentée. Donc j'ai souvenir qu'elle me racontait que ma grand-mère l'avait un peu envoyée faire des stages pour réapprendre à manger. Donc vraiment des périodes assez compliquées que moi, j'ai su beaucoup plus tard. Et en fait, ça a fait que quand elle a eu une fille, parce que moi j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, on est deux, et on n'a pas du tout été, via ma maman, élevés pareil, au niveau de l'alimentation tous les deux. Et en fait, quand elle m'a eu, le fait d'avoir une fille, elle a projeté toutes ses insécurités sur moi, tous ces traumatismes de fille, de jeune femme, de femme.
Et du coup, typiquement, moi j'ai toujours grandi dans ce truc de je me resserre pas 2 fois à table parce que je suis une fille. Donc un petit garçon, il peut se resservir 2 fois à table, une fille, elle peut pas. Qu'importe ce qu'il y a à manger. J'ai ma quantité et c'est cette quantité-là que je dois manger, qui était définie par ma maman. Pareil, tout ce qui était petits gâteaux, bonbons, etc., c'était plutôt pour mon grand frère. Moi, les goûters, il fallait plutôt que ce soit des yaourts, des pommes, voilà, des choses qu'on considère saines. Et en fait, ça a été vraiment comme ça. Pendant l'enfance, je revois encore ma grand-mère dire à ma mère « Mais Hélène, ta fille, elle a besoin de manger, elle est en pleine croissance. » Donc ma grand-mère, elle venait beaucoup à la maison, donc elle nous faisait des gâteaux, des... Paix à son âme, ma grand-mère était géniale. Des gâteaux, des clafoutis, des gâteaux de riz et tout. Puis à chaque fois, je rentrais à l'école, je disais « Mamie, tu crois que je peux prendre une part ?» Parce que ma maman rentrait tard du travail, mes parents ont toujours beaucoup travaillé. Et donc ma grand-mère était « Mais bien sûr !» Donc tu vois, les mamies, quoi. Vraiment mamie gâteau, le cliché de la mamie gâteau. Et en fait, c'est vrai que j'ai grandi comme ça. Donc je pense que déjà, ça a fait un peu son bout de chemin dans ma tête. Puis j'ai vu toute mon enfance ma mère faire des régimes. Tout le temps. Les régimes soupe de chou pendant 3 jours et tu bois que ça. Même des fois pendant 1 semaine. Puis après le régime du camp, et puis après le régime machin. J'ai vraiment vu ma mère faire le yo-yo tout le temps. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles tu grandis. Donc déjà, je pense que ça s'imprègne un peu. Et du coup, arrivé à 17 ans, ma mère, à ce moment-là, moi, n'ayant pas forcément de petits gâteaux à la maison ou quoi, quand je rentrais de l'école, j'avais la dalle. Après les cours, j'étais encore en pleine croissance, tu vois. Et du coup, je bouffais des fois des baguettes de pain entières. Mais bon, franchement, je faisais le même poids que là. C'était juste réparti différemment parce que je faisais pas le même sport. En fonction des sports que tu fais, ton corps, il est différent. Et c'est vrai que ma maman, quand elle voyait que je bouffais la baguette en rentrant du taf et qu'il n'y avait plus que genre un quart de la baguette sur la baguette entière, on va dire qu'elle n'était pas hyper contente. Le drame. Et voilà, c'était un peu le drame à la maison. Et jusqu'au jour où vraiment... ça m'a marqué, j'étais en train de faire un Skype avec un copain parce qu'on avait un projet de cours à rendre. Et ma mère, je pense, rentrait certainement d'une mauvaise journée de travail, saoulée par son patron, je ne sais pas. In fine, en fait, quand elle a vu qu'il restait moins de la moitié de la baguette, je pense que ses nerfs se sont lâchés sur moi. Et du coup, elle a eu des propos vraiment difficiles à l'encontre de mon physique, de mon corps, de ce à quoi je ressemblais. Et des propos qui, pour une jeune fille de 17 ans, sont très, très durs à entendre. Et donc, ça a été le déclenchement d'une période très compliquée pour nous deux, parce que ce soir-là, on s'est fortement pris la tête, vraiment fortement. Mon père est rentré du travail au milieu de tout ça. Ça a été très compliqué à gérer, parce que moi, je ne voulais plus sortir de ma chambre. Et même mon pote qui avait tout entendu via Skype, pour te donner un exemple, mes potes sont archi fans de mes parents. Mes parents, c'est vraiment des gens très solaires, très sociables. On a envie de les avoir en parents. Parce que même ma mère, elle a des tas de qualités. Et du coup, même mon pote était là, mais attends, c'est pas possible, c'est pas ta maman. Je lui disais, en fait, ça, c'est le sujet qui peut la faire partir. Parce que je pense que ça fait remonter beaucoup de choses. Oui, elle n'avait pas guéri elle-même de ses propres traumas, finalement. Pas du tout. Et du coup, en fait, suite à ça, j'ai un peu déserté la maison. J'ai été un peu pris en charge par pas mal de potes proches du lycée. J'allais un coup dormir chez les uns, un coup dormir chez les autres. Parce que, en fait, avec ma maman, c'était trop électrique. Et c'était trop difficile pour moi. Donc, on n'arrivait pas du tout à gérer. J'arrivais pas du tout à gérer cette période. Et en fait, au début, je me suis dit... Ok, pour, entre guillemets, te punir de ce que tu m'as dit et des propos que tu as eu à mon encontre, en fait, je vais me priver de manger, je vais être malade, et puis du coup, ce sera de ta faute. Parce que je vais être en mauvaise santé, et à un moment donné, ça va tirer la sonnette, et tu vas te dire, waouh, en fait, c'est à cause de moi que ma fille est dans cet état-là. Donc, c'était vraiment... alors, j'avais 17 ans, c'était pas du tout la bonne solution, mais moi, à ce moment-là, ça me paraissait être la bonne. C'est vraiment, je vais te punir, en fait, et du coup, tu vas regretter, tu vas t'en vouloir. Et donc, ça a démarré comme ça. Et sauf qu'en fait, ce qui est assez fou, c'est que du coup, j'ai commencé à perdre pas mal de poids parce que je me privais de manger. Et en fait, plus je perdais du poids et plus ma maman se disait ah waouh, t'as moins de cellulite, ton corps il est plus comme ci, plus comme ça. Effet inverse finalement. Effet inverse. Et là, je me suis dit oh waouh. Et du coup, c'est mon grand frère à l'époque qui a commencé à voir le truc se faire et qui m'a dit non, mais en fait, je t'explique, t'es jeune, tu fais du sport, c'est hors de question que tu t'alimentes pas. Donc, lui, il m'a un peu pris sous son aile et une relation aussi que j'ai eu passée qui, lui, m'a aussi pas mal aidée à l'époque, ce garçon. Et du coup, j'ai réussi un peu à sortir la tête de l'eau en me disant, bon, ok, finalement, c'est pas la solution, en plus, finalement, ça marche même pas. Donc, je sors de ça. Et puis, finalement, ça avait duré quand même un certain temps, ce qui fait que ça s'est quand même un peu, je pense, inconsciemment imprégné à l'intérieur de moi.
Et du coup, je me suis dit, à un moment donné, je me revois me faire la réflexion de, allez, au pire, je vais me mettre à faire de la course à pied. Et en fait, en courant, ma mère, elle aura plus rien à me dire parce qu'en fait, comme je cours, je fais du sport en plus des autres sports que je pratique déjà. Mais là, c'est très visuel pour elle. Et en fait, du coup, je vais pouvoir m'alimenter comme j'ai envie, quoi. Et là, elle aura pas son mot à dire. Et puis, j'ai commencé à faire ça. Et puis, j'ai vu que en mangeant normalement et en faisant de la course à pied, j'avais perdu, je sais pas, 1 ou 2 kilos. Oui. Puis, je me suis dit, trop cool. Du coup, peut-être que si je retire ça de mon alimentation, du coup, je vais peut-être un peu plus perdre encore. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que ça venait de moi-même. Et que dès que je me regardais dans la glace, en fait, je voyais toutes les choses que ma maman, elle avait vues ou elle avait prononcées au sujet de mon corps. Et donc, je me suis dit, en fait, ouais, elle a raison. Et donc, j'ai commencé comme ça à manger moins, à retirer au début, c'est tout bête, tu retires les produits, on va dire les produits plaisir de l'alimentation, les glaces, le cookie que tu manges de temps en temps, le machin, le truc. Puis après, tu te dis, si je mettais plus de beurre dans mes pâtes, puis si je mettais plus de pesto, puis si juste je retirais les pâtes en fait, et puis le riz. Et puis à un moment donné, t'arrives à un stade où tu manges 3 feuilles de salade et une pomme par jour et un yaourt nature, quoi. Et donc en fait, moi j'en étais arrivée à ça. Et puis de l'autre côté, je cours 3 km, et puis 5, et puis 7, et puis 10, et puis 15. Ah oui, tu mettais le curseur encore plus haut côté sport. Et puis je cours plus 1 fois par semaine, mais je cours 2, et puis 3. Et puis en fait, tu cours, et puis tu manges quasiment rien. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était plus fort que moi. Et que là, c'était plus, je crois maîtriser le truc, et c'est moi qui ai envie de punir ma maman parce que je suis triste et pas contente. Non, c'est qu'en fait, là, c'est trop fort, quoi. C'est très profond. Et puis finalement... j'ai plus de maîtrise, j'ai plus de contrôle sur ce qui se passe parce que, j'ai plus de contrôle. C'est assez particulier parce que l'anorexie mentale, c'est quand même une maladie qui est vraiment dans le contrôle parce qu'on contrôle le moindre truc qu'on mange, le sport qu'on fait, etc. Mais en même temps, j'ai pas non plus de contrôle parce que je suis incapable d'arrêter, en fait. Oui, t'arrives pas à t'en empêcher. Voilà, ça y est, je suis tombée là-dedans et puis je sais pas quand est-ce que je vais m'en sortir. Donc ouais, c'est vraiment arrivé comme ça. Et à quoi il ressemblait ton quotidien, du coup, et notamment quand t'avais des crises très fortes ? Mon quotidien, c'était... Moi, à l'époque, j'étais étudiante et mes cours, c'était de 8h45 à 18h45. Okay. Et j'allais à la bibliothèque à 7h le matin pour réviser parce que j'étais très, très studieuse. Et je finissais la journée à la bibliothèque à 20h. Et c'était hors de question de ne pas réussir à trouver un moment pour aller courir. Donc, soit je me levais à 5h30 pour aller courir à 6h. Donc, il faisait nuit. Des fois, je courais sur un tapis de course dans le garage de chez mes parents. Vraiment, mais 1 heure non-stop à écouter les mêmes musiques en boucle. Et en fait, je me disais, c'est pas possible de ne pas à ce moment-là. Ou alors, je rentrais à 20h le soir et en fait, j'allais courir à 20h avant de manger le repas, etc. C'était impossible. Puis de manger le repas, j'ai envie de dire, les repas à l'époque, c'était pas la folie. Mais c'est impossible de pas caler ça dans ma journée. Donc, qu'importe la journée de cours que j'avais eue, il fallait absolument que j'ai ce moment-là. Si mon chéri de l'époque voulait m'inviter au restaurant, il fallait à tout prix que j'aille courir avant. Mais au point que des fois, on s'engueulait. Parce que je savais, mais c'est hors de question de partir tant que j'ai pas été courir. Je disais à mes potes de l'époque, pour pas qu'ils s'inquiètent, si on devait aller manger ensemble le midi et que je mangeais pas grand-chose, non, mais j'ai beaucoup pris de trucs à manger au petit-déj ce matin, alors que c'était pas vrai. Et puis le soir, si j'arrivais pour manger à la maison avec mes parents et qu'ils avaient préparé à manger, je disais, non, là, je vais juste prendre un petit yaourt parce qu'en fait, j'ai beaucoup mangé ce midi à la cantine. Puis après, on a fait un goûter avec les copains. Et en fait, personne pouvait vérifier au final. Et comme, voilà, à ce moment-là, mes parents, on se posait pas forcément de questions, donc je cherchais pas forcément à savoir auprès de mes proches. Puis voilà, ils ont toujours beaucoup travaillé aussi, donc... pas forcément toujours évident de se rendre compte. Et du coup, voilà, c'était ça. C'était même en période de canicule. Je veux dire, en plein été, on a eu des étés à 40 degrés. Je partais courir sous 40 degrés, sans manger. Mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, même en ayant un corps en bonne santé, je m'alimente correctement, je m'hydrate correctement, jamais de la vie, j'irai courir sous 40 degrés juste parce que c'est pas bien, en fait. Là, c'est juste une question de, pour le cœur, pour le corps, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et en fait, à cette époque-là, rien ne m'arrêtait. Même les grosses canicules, même la pluie, même la nuit, c'était vraiment hors de question que je loupe ces moments-là. Donc, Et physiquement, t'arrivais à tenir tes immenses journées de cours, plus aller courir derrière ? Je crois qu'en fait, il y a un moment donné, c'est la tête qui te tient. Ok. Et c'est là que tu vois que le mental est très puissant, ce qui n'est pas une bonne chose dans ce cas-là, parce que c'est pas pour quelque chose de positif. Il vaut mieux que ton mental soit puissant pour gagner des compètes, ou pour là, en l'occurrence, te dire ma grande, va falloir sortir de ça. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que le mental est capable d'aller très loin, même quand le corps ne pourrait plus suivre, parce que clairement, j'étais pas en bonne santé. Alors, c'était une période où j'étais extrêmement fatiguée, j'étais à fleur de peau, je pleurais très souvent, beaucoup, je broyais du noir tout le temps, parce que forcément, en fait,
Enfin, forcément, c'est très souvent lié à des périodes un peu dépressives, les troubles du comportement alimentaire, parce que de façon générale, ne serait-ce que quand le corps n'est pas alimenté correctement, ça peut pas bien fonctionner là-haut. Et donc, en fait, tu es beaucoup plus sujet à des phases dépressives, à des dépressions, que quand tu vas bien. Et du coup, effectivement, c'était des périodes où psychologiquement, j'étais au fond du seau. Même mes études, je suis hyper studieuse, mais du coup, je savais même plus pourquoi je faisais mes études. J'étais là, je sais même pas où je vais, qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Enfin, je remettais tout en question parce que j'allais pas bien, en fait. Et à quel moment tu t'es dit, allez, c'est bon, là, je dois m'en sortir? Quand j'ai vu mon médecin traitant qui m'a dit, bah là, il va falloir faire quelque chose parce que sinon, à un moment donné, c'est moi qui vais être obligée de t'envoyer à l'hôpital. Et comme j'ai eu beaucoup de soucis de santé quand j'étais plus jeune, j'ai passé des Noëls à l'hôpital enfant, etc. Ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, l'hôpital, c'est un endroit, je pense comme beaucoup de gens, que je gère très mal. J'ai beaucoup de soucis à y aller. Et aujourd'hui, mes soucis de santé font que je dois être suivie. Et j'ai souvent fait l'autruche parce que je voulais juste pas mettre les pieds dans un hôpital. Et quand le médecin traitant m'a dit, à un moment donné, c'est soit tu te reprends en main, soit c'est l'hôpital parce que je vais pas avoir le choix. En fait, tu perds du poids à vue d'œil et moi, je le vois, donc je peux pas te laisser comme ça. Là, ça m'a un peu... je me suis dit, waouh. Je voyais un peu l'image de ce que c'est d'être à l'hôpital quand tu souffres d'anorexie mentale. Et je me suis dit, ok, non, en fait, j'ai pas du tout envie d'en arriver là. Et du coup, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec une psychologue à l'époque. Donc c'est venu vraiment de moi. Je me suis dit, en fait, j'ai conscience que... ce qui est assez fou parce que j'étais jeune. J'ai conscience que je vais pas m'en sortir toute seule. C'était encore moins... aujourd'hui, autant la parole est hyper libérée là-dessus. À l'époque, on n'était pas trop informés. Alors moi, ma chance, c'est que mes parents ont toujours été ouverts là-dessus. J'ai des parents, pour le coup, qui, sur la partie santé mentale, sont très ouverts sur les suivis psy. Mon frère en a déjà eu plus jeune. Moi, j'en avais déjà eu à ce moment-là 2, parce que j'ai fait une dépression de l'enfant quand j'avais 7-8 ans, dont je sortais pas. Et donc, il a fallu que j'ai un suivi psy à ce moment-là. Et puis, j'en ai eu un aussi quand j'avais 14 ans, parce que j'ai eu un très grave accident avec ma jument à l'époque sur un concours. Ça a été très, très compliqué, parce que ma jument a failli mourir, etc. Et en fait, j'avais un peu internalisé le truc. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait que ça sorte. Et donc, j'ai eu un deuxième suivi à ce moment-là. Et du coup, là-dessus, mes parents sont très, très ouverts. Ce qui fait que j'ai été un peu éduquée comme ça. Et d'ailleurs, je remercie mes parents là-dessus parce qu'en fait, ça fait qu'on n'a jamais eu de tabou. Et même à la maison, on parle beaucoup. Et du coup, c'est ce qui m'a amenée tout de suite à me dire, il faut que je voie une psy. Donc, j'en ai trouvé une très bien. Et elle m'a suivie pendant 1 an. Mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'elle m'a donné des clés. Mais à un moment donné, in fine, la clé la plus importante, elle est quand même au fond de soi-même. Donc, elle est là pour t'aider, pour te faire voir des choses différemment, pour te débloquer certains points. Et puis après, il faut aussi, toi, avoir vraiment la volonté de faire en sorte de sortir de tout ça. Et c'est vrai que je me souviens d'une clé dont elle m'a donné particulière, qui a été vraiment un déclic pour moi. C'est qu'à un moment donné, elle m'a dit « Je comprends que finalement, vous parlez beaucoup de votre maman, parce que tout vient beaucoup de là. » Et donc, il va falloir que, d'une façon ou d'une autre, vous vous détachiez de cette relation pour réussir, en fait, à devenir la femme que vous avez envie, besoin d'être, sortir de tous ces troubles qui vous accompagnent. Et ça va être une des choses qui va le plus vous aider. Et en fait, c'est comme ça que je suis partie vivre au Canada. C'est qu'à ce moment-là, j'avais l'opportunité, pendant mes études, de faire une année d'échange. Et en fait, je me suis dit, go, en fait, je pars vivre au Canada, je pars faire mon année d'échange là-bas. Et c'est comme ça. En fait, moi, je l'ai vraiment pris comme, pour me détacher de cette relation, il faut que je parte physiquement. Parce que si je reste finalement un peu dans l'endroit qui m'a rendue malade, je vais pas y arriver. Et donc, j'avais besoin de partir pour vraiment mettre un peu un stop à tout ça, me dire, là, ça y est, je suis seule avec moi-même. Maintenant, je vais me forger, je vais me poser toutes les questions. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Qui j'ai envie d'être? Et ouais, ça a été vraiment bénéfique. En fait, comme on expliquait, c'est pas tant, oui, en effet, un problème avec la nourriture qu'il faut chercher à résoudre, mais vraiment, ce qu'il y a derrière ça est quelque chose de plus profond. Exactement. Et puis, c'est très propre d'une personne à l'autre. Moi, c'est ça. Et je sais que j'ai aussi beaucoup raconté mon histoire parce que je sais que beaucoup de jeunes femmes, notamment, et de jeunes filles se sont reconnues là-dedans. Parce que je pense que ce schéma mère-fille, le nôtre, est loin d'être le seul. J'ai reçu beaucoup de témoignages de jeunes filles, même de mamans, qui m'ont dit, waouh, en fait, ça me fait prendre conscience que parfois, j'ai peut-être été dure avec ma fille sur certains trucs, qu'il faut que je fasse attention sur certaines choses, etc. Que peut-être, des fois, il y a même des choses que j'ai faites qui ont été... parce que les enfants, on aura beau leur dire des choses, si on ne montre pas derrière l'exemple, ils sont beaucoup plus attentifs à ce qu'on fait qu'à ce qu'on dit, finalement. Et du coup, j'ai beaucoup de témoignages de mamans, d'enfants qui sont vachement reconnus.
Et c'est vrai que c'est très propre à chacun. Parfois, ça peut être effectivement une remarque de l'entourage. Parfois, ça peut être une remarque d'un médecin. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu des remarques de médecins qui les ont fait tomber dans les TCA. C'est triste, mais ça arrive. Ça peut être à l'école aussi. Et puis, des fois, c'est juste soi-même. Des fois, ça peut être aussi des trucs qui n'ont rien à voir. Ça peut être la perte de quelqu'un. Il y a vraiment plein de façons de tomber dans l'anorexie mentale. Et du coup, il faut être hyper attentif. Et du coup, toi, aujourd'hui, comment tu fais pour prendre soin de toi? Et est-ce que tu arrives à repérer s'il y a des signaux d'alerte pour éviter peut-être de retomber là-dedans? Oui, pour le coup, moi aujourd'hui, je suis passée par beaucoup d'étapes pour sortir de l'anorexie. Ça a été très long. Je pense que je suis complètement sortie de l'anorexie. J'avais 27 ans à peu près, j'en ai 30 aujourd'hui. Donc c'est long. C'est récent. C'est long. Alors, bien avant mes 27 ans, j'allais beaucoup mieux. Mais je savais qu'il y avait plein de steps à passer pour me dire, ça y est, je suis pleinement guérie. Et moi, le dernier step que j'ai passé, ça a été le fait d'être capable d'aller manger chez une copine sans maîtriser ce que j'allais manger. C'est-à-dire que jusqu'à mes 27 ans à peu près, j'avais encore ce truc de si je vais manger chez des amis, il faut que je sache un peu ce qui m'attend, toujours un peu ce besoin de contrôler. C'est-à-dire que plus aucun souci à manger un burger, à manger une pizza, à manger des cookies, à machin, mais il faut que je sache quand même quand je vais le manger un peu pour m'y préparer psychologiquement. J'avais besoin un peu d'une préparation. C'était comme de l'anxiété un peu finalement. Ouais, exactement. Un peu comme de l'anxiété autour de ça. Et il fallait que, en fait, si je mange un burger, c'est parce que moi, j'ai décidé de manger le burger. Et parce que j'arrive chez des potes et d'un coup, on me dit « Hey, soirée burger ce soir !» Et là, je suis là « Et en fait, j'ai pas eu le temps pendant la journée d'assimiler le truc. Et il y a 3 ans de ça, il y avait une pote à nous qui faisait une crémaillère, une amie d'enfance. Et là, je vais chez elle. En fait, je ne savais absolument pas ce que j'allais manger. Aucune idée, pardon. Et en fait, je me rends compte que la soirée passe. Et zéro questionnement intérieur de moi, full détente, tout ce qu'elle avait préparé, c'était trop bon, je mange de tout, je me prends pas la tête. Et là, je me dis, ah ça y est, c'était le dernier truc qui me manquait. Et trop contente de me dire, purée, ça y est, c'est passé. Donc je pense qu'il faut être hyper patient et bienveillant avec soi-même parce qu'on avance tous à notre rythme. Et il y en a qui guérissent très rapidement. Des fois même, c'est un peu un déclic, comme ceux qui arrêtent la cigarette, en fait. Des fois, t'en as, c'est du jour au lendemain. Et puis, des fois, t'en as qui ont besoin de passer par plein d'étapes différentes. Moi, ça a été mon cas. Et du coup, aujourd'hui, pour prendre soin de moi, typiquement, c'est que vraiment, alors j'ai une alimentation qui est très saine au quotidien parce que c'est aussi me faire du bien, j'estime, d'apporter des aliments bons pour ma santé, bruts, etc. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où on pourrait manger plein de choses très chimiques où on sait même plus ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est plutôt, voilà, moi je sais que je me fais du bien comme ça parce que j'ai aussi beaucoup de soucis de santé qui peuvent potentiellement être aggravés par l'alimentation. Donc, je suis très attentive à tout ça. Mais pour autant, moi, je suis quelqu'un d'assez gourmande. Donc, j'aime me faire des plaisirs au quotidien. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment ce truc de me faire un peu des petits plaisirs tous les jours. Donc, tu vois, ça passe par, des fois, quand je suis à la maison, là où j'habite, tu vois, j'ai une bonne journée de travail derrière l'ordinateur et tout. Puis, à 17h, je me dis, je vais faire une pause, je vais aller dans un petit café que je kiffe. Et puis, je vais manger mon petit cookie, mon petit banana bread. Et ça me fait une pause et je suis contente. Et après, je repars bosser. Pareil, tu vois, moi, j'ai tout le temps des glaces dans mon congèle parce que c'est un vice. Je suis une inconditionnelle fan de glace, mais genre été-hiver. Et en fait, tu vois, toutes les semaines, potentiellement, je sais que je vais avoir un dessert à un moment donné, je vais me faire de la glace, ça va me faire kiffer. Et tu vois, genre, je me pose zéro question. Et du coup, c'est vraiment comme ça que moi, je prends soin de moi. C'est vraiment avoir une alimentation saine et où, dans mon quotidien, j'ai toujours plein de petits plaisirs à des moments où j'en ai envie et je les écoute tout de suite. Parce que je sais que ça, c'est un truc, pendant l'anorexie, qui m'a beaucoup suivie de... Toutes les envies que j'ai, je les mets dans un coin de ma tête. J'écoute pas. Et puis à un moment, même dans l'anorexie, parfois tu peux faire des crises un peu d'hyperphagie ou de boulimie. Ça peut arriver par moment. L'hyperphagie, c'est quand on mange sans s'arrêter? Alors ouais, l'hyperphagie pour le coup est normal. En général, même, faudrait pas que je dise de bêtises, mais en hyperphagie, tu te fais pas vomir, c'est plutôt la boulimie. Boulimie vomitive où là, tu te fais vomir. Moi, je suis jamais allée à ces stades-là, mais... J'ai eu des moments où tu te restreins tellement avec l'anorexie que parfois tu as un craquage parce qu'en fait, ça fait 1 mois que tu manges rien de tout ce qui t'est passé par la tête, de ce que tu avais envie de manger. Puis tu regardes les autres le manger et... j'ai cru 5 minutes, j'étais wow. Déjà. Et puis d'un coup, en fait, tu craques sur les quelques trucs que tu t'étais pris de manger. Et moi, ça, c'est un truc que ça fait longtemps que je me suis interdit.
Et c'est vraiment, voilà, c'est un truc que je fais vraiment maintenant. Toutes les petites envies que j'ai, je les écoute. Et du coup, en fait, quand tu les écoutes, tu te rends compte que c'est des petites envies à chaque fois qui te font du bien psychologiquement. Et une alimentation saine, c'est aussi ça. C'est se faire du bien physiquement, mais c'est aussi se faire du bien mentalement. Sinon, ça peut pas être considéré comme sain. Si, entre guillemets, tu manges que tout le temps sain, et que tu t'accordes jamais d'avoir des trucs qui te font kiffer ou tu relâches, ça peut pas être considéré comme ça. Donc moi, j'ai vraiment ce truc-là que je me suis, entre guillemets, imposé. Et au final, c'est même pas imposé parce que ça me fait kiffer pour être sûre d'être bien, en fait, sur le long terme. Et c'est ce qui me fait que je diabolise plus les aliments. Je les vois plus comme des choses mauvaises que je peux pas manger. Et je trouve ça hyper important. Parce que du coup, plus rien ne me fait peur en termes d'alimentation. Et c'est ce qui fait que, du coup, je mange normalement, sans avoir peur. Sans culpabiliser. Sans culpabiliser, hyper important. Et justement, elle expliquait quand on traverse une période compliquée, se sentir entouré et pouvoir en parler, ça peut tout changer. Ouais. Toi, est-ce que, on parlait de ta relation avec ta mère, mais est-ce que tes autres proches, peut-être ton père, ton frère, ont remarqué que quelque chose n'allait pas? Mon frère, beaucoup. J'ai vraiment le souvenir de mon grand frère qui a été très attentif à tout ça et qui a même géré parfois ma maman. Parce que moi, j'arrivais plus à gérer. Et que même en rentrant du Canada, on a encore eu des périodes compliquées pendant bien 2-3 ans derrière. Et mon frère a pas mal pris le relais là-dessus pour que moi, je puisse un peu souffler, prendre du recul. Et c'est vrai que ça m'a bien aidé. Mon chéri, énormément, qui lui a pas arrêté de toujours faire en sorte de faire beaucoup d'éloges à propos de mon physique, de mon corps. Et ça paraît anodin comme ça, mais en fait, quand tu traverses des troubles du comportement alimentaire, avoir quelqu'un qui te met en valeur tout le temps, c'est hyper important et ça fait du bien. Et c'est vrai que lui, toutes les fois où j'ai pu me poser des questions, toutes les fois où ma maman avait même des fois des remarques encore difficiles devant lui, ça a été toujours le premier à au contraire, moi, me mettre en avant. Et même plus il a pris de l'assurance, plus même, en fait, il avait tendance à reprendre directement, lui, parfois, ma mère. Et en fait, quand elle avait tendance à dire un truc, lui était en mode, non, moi, j'adore. Je trouve que ça lui va trop bien, elle est trop belle comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est hyper important de sentir que, notamment dans les yeux de la personne qui partage ta vie, en fait, à ses yeux, t'es parfaite. Alors, on n'est pas parfait, mais à ses yeux, à lui, en tout cas, tu l'es. Et je sais que lui, typiquement, a toujours eu des paroles hyper valorisantes à l'encontre de... Enfin, non, à l'encontre, pas à l'encontre, du coup, parce que quand c'est valorisant, c'est plutôt au sujet de mon corps. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée à me voir autrement et à me regarder autrement. Et même pour une anecdote qui est très rigolote, Thibaut m'a offert, alors c'est resté très privé, mais il m'a offert un shooting de nu il y a, je dirais, 3 ans maintenant. Et en fait, c'est une femme qui fait de la thérapie par l'image. Okay. Qui était à l'époque à 2h30 de chez nous. Et en fait, quand la jeune femme lui dit « Alors, pourquoi vous êtes là ?» Donc, il y a eu des photos que j'ai fait seule et des photos qu'on a fait en couple à deux. Et la première chose que Thibaut lui a dit, c'est « Je veux que Justine apprenne à se voir comme moi, je la vois. » Et du coup, on a fait le shooting de nu tous les deux et ça m'émeut un peu en disant ça. Et c'est vrai que j'ai fait mes photos moi toute seule et on a fait nos photos à deux. Et ça a été un moment hyper intense et hyper important qui m'a énormément aidée. Et je me souviens, c'était hyper beau, quoi. Quand il lui a dit ça, je voyais même elle, je sentais qu'elle était très touchée de sa démarche à lui. Et ouais, du coup, c'est un moment qu'on a vécu ensemble et qu'on chérit. Alors voilà, c'est évidemment hyper privé parce qu'un shooting de nu, c'est très intime. Mais ouais, ça m'avait beaucoup aidé, ça aussi, à l'époque. Et justement, est-ce que c'est ce regard positif que ton chéri ou même ton frère avait sur toi qui t'a le plus aidé dans leur manière de te soutenir ? Oui, je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus aidée parce que on sera toujours hyper dur avec soi-même. Faut être honnête et je pense que moi, je le suis particulièrement. Et c'est vrai que le fait d'avoir mon grand frère quand j'étais plus jeune et puis aujourd'hui mon mari qui ont été des vrais soutiens et qui ont su trouver les mots, ça m'a vraiment aidée à apprendre à me regarder différemment, à accepter de me regarder aussi dans le miroir parce que je revois toute
toute une période où j'ai tendance à passer devant un miroir en regardant plutôt de l'autre côté, notamment quand par exemple je suis dans la salle de bain et que je passe devant un miroir ou je sors de la douche, je suis toute nue, et j'avais tendance à regarder plutôt de l'autre côté pour pas avoir à me regarder. Et c'est vrai que effectivement c'est chouette. Typiquement moi, un de mes plus gros complexes, parce que ça a été le plus gros complexe de ma maman qu'elle m'a transmis, c'est la cellulite. C'est un truc, et pourtant en tant que femme, je peux pas vraiment pas lutter contre. Oui, voilà, je peux pas lutter contre, c'est comme ça, c'est la vie d'une femme, il faut faire avec. Et moi je sais que les fois où j'en ai parlé à mon chéri, il est en mode mais moi j'adore, ça fait partie de ton corps de femme, enfin, et du coup je suis la purée, ouais, en fait, puis même il est en mode mais il y a que toi qui le vois en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a que toi qui fais une fixette dessus comme ça, et il dit mais moi je fais pas attention, c'est pas le premier truc que je vois quand je regarde ton corps. Et c'est vrai que voilà, on sera jamais aussi dur avec nous-mêmes que nous-mêmes. Et du coup oui, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et t'as réussi à en parler facilement justement à ton mari de tes problèmes de troubles alimentaires, ou t'as eu du mal quand même à lui avouer que tu pouvais souffrir de ça? Non, j'en ai parlé facilement. J'en ai parlé très très facilement parce que je me suis vite sentie en confiance et puis j'ai la chance d'être dans un couple où on n'a pas du tout de tabou et on parle de tout très très facilement. Donc ça s'est vite très bien passé. Là par contre, si j'ai un petit exemple, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, d'un truc récemment qui s'est passé où j'ai mis du temps à lui dire parce que je me sentais moi toute seule un peu honteuse entre guillemets. Ces derniers temps, j'ai enchaîné beaucoup de tournages télé, des fois avec des horaires très très intenses, etc. Et en fait, parfois, dans des périodes un peu de stress, je me suis retrouvée à défoncer des tablettes de chocolat noir. Genre vraiment la tablette entière qui passait. Et en fait, comme c'est un truc qui m'était pas arrivé depuis des années, parce que ça, c'était des trucs... En fait, quand je faisais l'anorexie, le truc sur lequel particulièrement je craquais, c'était la tablette de chocolat. Okay. Et en fait, du coup, je me privais de tout. Et moi, je suis très, très fan de chocolat. Et en fait, le chocolat, c'était le truc par moment quand d'un coup, j'arrivais plus à m'astreindre à ce truc d'anorexie, de privation. Et en fait, la tablette pouvait y passer. Et là, j'ai eu le coup, quelques fois dans l'année qui est passée, d'avoir ce truc-là qui est revenu. Et en fait, là, ça m'a fait un peu un truc de « Waouh, purée chiant !» Parce que ça, c'est un truc... Alors, le reste de mon alimentation n'a pas bougé. Je mange toujours normalement, aussi sainement, avec toujours tous mes petits plaisirs et tout machin. Donc, pas de souci là-dessus. Et tant mieux. C'est pas aller plus loin que ça. Mais j'ai eu ce truc un peu dans des moments de grosse fatigue, de stress, je sais pas, j'étais potentiellement stressée de ma journée, où j'avais l'impression que la journée, je l'avais pas bien gérée. Sur les tournages, j'avais pas fait ce qu'il fallait et tout machin. Et là, bam, d'un coup, un peu craquage. Ça t'a fait peur ? Ouais, un peu. Un peu. Et du coup, j'en ai pas parlé tout de suite parce que je me suis dit, en fait, fallait déjà, je pense que moi, j'encaisse un peu l'information et que j'arrive un peu à la gérer. Et là, je lui en ai parlé, je crois, il y a 3 semaines, un truc comme ça. Ok. Et je lui ai dit, et il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Je dis, je sais pas, en fait, il m'a regardé, il me dit, mais attends, mais tu sais très bien que jamais de la vie, je t'aurais jugé là-dessus. Enfin, depuis 8 ans qu'on est ensemble et tous les trucs qu'on s'est racontés, et tout ce qu'on a, vécu, traversé, tout. Il me dit, c'est un truc, il me dit, dès que ça t'arrive, il faut que tu m'en parles. Et voilà, que t'oses me le dire, pourquoi t'as ressenti ça, pourquoi tu t'as ressenti le besoin d'eux, et que moi, je puisse être là, t'écouter, t'aider, etc. Et du coup, c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais oui, en fait, je suis bête, pourquoi je lui en ai pas parlé ? Et en fait, je pense que, c'est ça, j'avais vraiment besoin de, moi, déjà, un peu encaisser le truc. Et puis, toujours pareil, moi, j'ai un peu un truc où, des fois, quand je me mets à parler des choses, ça devient trop réel. Alors que je me dis, quand je le garde pour moi, c'est encore un peu... Ça n'existe pas. Exactement, c'est pas trop concret encore. Et donc, ça m'a mis un peu de temps à lui dire... Et voilà, du coup, on en a beaucoup parlé et puis on a fait en sorte de mettre en place des choses pour que moi, de mon côté, ça aille mieux. Mais c'est vrai que j'ai eu ce truc-là un peu récemment qui a refait surface. Mais voilà, comme quoi, il faut toujours être attentif, c'est important. Mais c'est bien que tu aies pu lui en parler facilement parce que justement, on le dit même avec les émotions, c'est le fait de le garder pour soi, ça devient de pire en pire. Ouais. Et dès qu'on en parle, en fait, on se libère d'un poids et ça commence à aller mieux. Ouais, c'est ça. Et du coup, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement dans la semaine, il me dit, bon, ça va, comment tu te sens ? Et voilà, pour être sûr que s'il y a un truc, je puisse lui en parler. Donc, il est très attentif. Et du coup, voilà, ça va bien. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres au contraire qu'on peut pas trop dire à une personne qui souffre de troubles alimentaires quand on est un proche ou une personne qui l'entoure ? Des choses qu'on peut dire et pas dire. Je sais qu'il y a surtout des choses qu'on peut faire et pas faire. Typiquement, parler de ça pendant les repas, c'est une très mauvaise idée. Okay. Parce que les repas, en fait, c'est des moments qui sont hyper angoissants pour quelqu'un qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire, anorexie ou autre. Et donc, aborder le sujet à ce moment-là en particulier... Ça augmente le stress de la personne et potentiellement, ça génère des disputes
en fait, derrière. Donc, il vaut mieux aborder ce sujet-là à d'autres moments. Mais il faut pas avoir peur d'en parler. Au contraire, ce qui est important, en fait, c'est d'essayer de faire comprendre vraiment à la personne qu'on est là pour elle, qu'on est là pour l'écouter, que si elle a besoin, on peut l'aider à trouver un professionnel de santé. Voilà, il faut vraiment pas avoir peur de régulièrement reparler de ça, rester attentif et voilà, rappeler quotidiennement à la personne qu'on est là pour elle. C'est hyper, hyper, hyper important. Mais voilà, c'est plutôt vraiment éviter les moments de repas. Ça, c'est surtout le truc à pas faire, ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné la force d'en parler publiquement ? Je pense que très vite, je me suis rendu compte qu'on était plein, parce que moi j'ai une amie d'enfance aussi qui en a souffert, et je me suis vite rendu compte qu'on était plein de jeunes femmes à souffrir de ça, et qu'en fait j'avais envie moi de partager mon combat et mon évolution, parce que j'ai créé mes réseaux au moment où j'avais pris la décision de sortir de l'anorexie, donc vraiment au moment où je pesais 40 kilos tout mouillé, quoi. Et du coup les gens ont suivi ça finalement. Et moi, je pense que ça m'a vraiment aidée de le partager. Donc, je crois qu'au début, je l'ai presque plus fait pour moi que pour aider les gens au début de façon un peu égoïste. Je vais être honnête, c'est que je me suis dit, si je le partage, en fait, moi, ça va me forcer à continuer de devoir aller de l'avant. Et je peux pas, une fois que je l'ai partagé à d'autres personnes, abandonner. Il faut que j'arrive à en sortir. Parce que ça y est, je l'ai partagé, j'ai dit que j'avais envie de m'en sortir. Donc, en fait, ça m'a obligée, moi, à avancer dans ce cheminement-là. Et en fait, derrière, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des personnes qui me disaient ça m'aide beaucoup de voir ça, c'est motivant. Moi aussi, je souffre de ça et du coup, peut-être que je vais essayer de faire comme toi, etc., etc. Et aussi des personnes qui me disaient, qui témoignaient d'en être déjà sorties et donc bravo Juju, tu vas y arriver. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait, on est beaucoup plus que ce que je pensais. Et c'est là que je me suis dit en fait, j'ai plus envie d'en parler uniquement parce que moi, ça va me faire tenir dans le temps, mais parce que j'ai envie de pouvoir aider. Et peut-être que mon histoire, elle peut parler à d'autres personnes. Et du coup, ça s'est fait très naturellement. Et justement, l'expliquer, apprendre à s'aimer, c'est pas toujours facile, mais c'est possible. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'avoir construit une nouvelle relation avec ton corps ? Ouais, je pense que je pense vraiment que j'ai construit une nouvelle relation avec lui parce qu'aujourd'hui, je mange et je m'entraîne pour être en bonne santé et pas pour ce à quoi mon corps va ressembler. C'est-à-dire que le sport que je pratique et l'alimentation que j'ai au quotidien, c'est plus pour ce qui se passe à l'intérieur et pour ce que mon corps me permet de faire que pour ce à quoi il ressemble et ce que les autres vont voir de mon corps à l'extérieur. Donc oui, c'est sûr que le sport fait que mon corps suit d'une certaine façon, mais des fois je change de sport et donc mon corps bouge et ça me dérange pas, en fait. Je me fiche de me dire, il faut absolument que mon corps ressemble à ça et qu'il ressemble à ça toute sa vie. Parce que déjà, de toute façon, il faut être honnête, je vais vieillir comme tout le monde. Oui. On ne va pas y échapper. On va tous vieillir. Et du coup, je pense que j'ai un peu relativisé par rapport à ça. Et donc, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir un corps fonctionnel qui me permette de vivre et de faire plein de choses dans mon quotidien, de bien vieillir et d'être bien dedans. Et après, je sais que en fonction des périodes de l'année, des sports que je pratique, il va bouger un peu comme ci, puis un peu comme ça. Et en fait, finalement, je le vis pas mal parce que c'est pas la première chose pour laquelle je fais en sorte de m'entraîner et de bien manger. La première chose, c'est, comme je disais, vraiment être en bonne santé. Et du coup, ça fait prendre du recul sur ce à quoi il ressemble extérieurement. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à la Justine, justement, d'il y a quelques années ? J'aimerais lui dire qu'il faut qu'elle reste forte parce que si elle traverse tout ça, c'est pour une bonne raison. Et je regrette pas du tout d'avoir vécu tout ça, même si ça a été dur, parce que je sais que c'est ce qui a fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui et que ça m'a rendue aussi beaucoup plus forte sur tout un tas de choses. Ça m'a montré que si j'étais capable de me relever de ça, je serais capable de me relever plein d'autres choses derrière. Donc je dirais de rester très forte, de rester solide sur les appuis, parce que c'est ce qui va lui permettre de vivre plein d'autres choses derrière et qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent après ça et que à travers son histoire, elle va rencontrer plein de belles personnes, elle va pouvoir témoigner de son histoire auprès de plein de gens, que ça va aider aussi plein de gens et qu'au final, si elle vit tout ça, c'est certainement pour ça, justement. Et pour finir, si tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui nous écoute, qui souffre de troubles alimentaires et qui a l'impression qu'il s'en sortira jamais ? Je pense que je dirais à cette personne que
que même si elle croit qu'elle n'a pas les ressources, la force et les capacités nécessaires pour s'en sortir, on l'a tous au fond de soi. Parfois, c'est très, très, très enfoui, c'est sûr. Et donc, ça paraît introuvable. Mais il faut vraiment prendre le temps d'aller puiser tout ce qu'on a au plus profond de soi, de pas avoir peur de se faire entourer, parce que parfois il y a des personnes aussi qui sont là pour nous aider à aller chercher ça justement, et comme je disais, à débloquer les choses qui vont nous permettre d'aller chercher ça, et que en fait on a tous le moyen de s'en sortir, et qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent derrière, et donc il faut vraiment pas se dire qu'on est défini que par ça, au contraire, et même quand on est plein dedans, il n'y a pas que ça qui nous définit, donc il faut s'accrocher à ce qu'il y a à côté, et encore une fois se dire que le corps c'est une très belle machine qui nous permet de vivre plein de choses, et qu'il faut pas se laisser justement bouffer par la maladie, parce qu'on a trop de belles choses à vivre, trop d'expériences, trop de moments, et ça vaut tout l'or du monde, et il faut s'accrocher pour toutes ces choses-là. Belle conclusion. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Justine. C'était vraiment hyper intéressant. On arrive déjà à la fin de cette discussion. Du coup, j'ai quelques petites questions. C'est le traditionnel blind test feeling. Ok. Un livre ou un film qui t'a fait pleurer? Hidalgo. Hidalgo, c'est mon film d'enfance. Pour le petit brief rapide, c'est une histoire vraie où en fait c'est un homme qui a grandi entre la culture indienne et la culture des cow-boys aux États-Unis. Il est issu d'une maman indienne et d'un papa du Far West. Et en fait, il a appris à monter des deux façons, mais finalement, il va surtout monter à la façon indienne. Et il va se retrouver à aller faire une course, une des courses les plus connues de pur sang arabe avec les bédouins dans le désert. Okay. Et il va se passer plein de choses avec son cheval d'enfance durant cette course. Et c'est un des plus beaux films que j'ai vus. Je le regarde et re-regarde et re-regarde. Et ouais, vraiment, c'est mon film Madeleine de Proust. Un plaisir simple qui te fait du bien? Un plaisir simple qui me fait du bien? Franchement... c'est beaucoup la bouffe, moi, les plaisirs simples. Et ben écoute, en vrai, aller me poser dans un petit coffee shop que j'aime et manger un petit cookie ou un petit banana bread, c'est vraiment mes deux trucs préf. La dernière fois que tu as pleuré? Ouh. De joie ou de tristesse? Ouais, je suis super sensible, moi je pleure tout le temps pour tout. Je crois que ça devait être devant un film récemment, mais j'aurais pu dire exactement quoi. Et la dernière fois que tu as été très heureuse? Hier. Ah ouais? Ouais, mais là je peux pas dire pourquoi. Mais okay. Hier, très heureuse. Parfait. Ouais, donc très récent. Et une musique qui te met de bonne humeur? En ce moment, waouh, c'est grâce à ma petite nièce qui a 8 ans. C'est une musique qui est issue d'un nouveau dessin animé. Je sais plus si c'est un film ou une série, parce que je suis pas très... Est-ce que c'est la série coréenne ou la... K-pop? Oui, Demon Hunter. Ouais, je Et bah la musique, écoute, quand je l'écoute, je me sens invincible. Elle est hyper entraînante. J'ai l'impression que je vais bouffer la vie et que je vais réaliser tous mes rêves, quoi, les plus fous. Exactement. Vraiment, je me sens intouchable, quoi. Ah ouais, ma musique du moment. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi, c'était super chouette. Merci beaucoup.